Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, comme vous le voyez, le marché est encore dans le rouge. Le sentiment commence à être très difficile pour certaines personnes à Cryptoland et dans l'écosystème de Cardano. Alors, j'ai pas le Fear and Greed Index, ce qui est bizarre, mais encore une fois, Bitcoin est descendu en dessous des 60 000 $ et c'est ça, c'est vraiment difficile, difficile. On pensait que les nouvelles qu'on a eues cette semaine allaient faire en sorte de faire repartir le marché, mais ça ne semble pas être le cas. Et comme je le disais, autant au niveau de Cryptoland qu'au niveau de la communauté de Cardano, on sent qu'il y a du découragement. Mais, les investisseurs sophistiqués comme les grosses banques, BlackRock et ainsi de suite, évidemment, eux conseillent justement à leurs clients de continuer d'acheter parce qu'il faut acheter quand il y a du sang dans les rues. Et c'est pas différent pour nous. Donc, si c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous parce qu'encore une fois, comme ils le disent, quand le marché traditionnel, le stock market, est en chute libre, il y a un crash au niveau du stock market, c'est le meilleur moment pour acheter justement Bitcoin. Pourquoi? Parce que le retour sur une année de Bitcoin par rapport à l'heure ou par rapport justement à Nvidia et d'autres est supérieur, encore une fois, à la concurrence. Donc, encore une fois, même si le marché est rouge, même si c'est difficile pour vous, il faut savoir que c'est le meilleur moment pour vous d'acheter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les prochaines semaines, les prochains 12 mois vont être très cruciaux, encore une fois, pour nous qui sommes en crypto. Pourquoi? Parce que tout est en train de s'aligner comme prévu. Même si on voit ici au niveau du chart de Bitcoin que, on est en train de baisser, si on zoom out, eh bien, on voit encore une fois ce beau cup and handle qui est en train de se faire. Et une fois qu'on va justement arriver à briser cette résistance au niveau des 70 000 $ et qu'on va partir à la hausse, eh bien là, on va partir vers de plus hauts sommets pendant les prochains 12 mois normalement. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis encore une fois que le marché que le marché, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que tout se passe comme prévu. Je vous le dis, je vous l'ai répété plusieurs fois. C'est comme une recette. Donc, on a eu le ETF de Bitcoin, on a eu le ETF d'Ethereum, on a eu le halvening. Là, on va avoir une baisse au niveau des taux d'intérêt. On va avoir les élections américaines en novembre et il va y avoir encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver dans la prochaine année, même au niveau de l'écosystème de Cardano. On va avoir justement le Hard Fork qui va avoir lieu le 1er septembre, donc dans quelques jours. Je vous en ai parlé la semaine dernière de tout ce que ça va impliquer au niveau de changement sur la blockchain Cardano. On va avoir la conférence, le Cardano Summit au mois d'octobre. Et puis à la fin de l'année, on va avoir encore une fois cet événement qui va donner le coup d'envoi au niveau de la gouvernance, au niveau de Cardano. Donc, une première chose au niveau du coup d'envoi de l'ère de Voltaire va être justement la première mise à jour qui va avoir lieu dans quelques jours. Et par la suite, à la fin de l'année, eh bien, il va y avoir encore une fois ce gros événement en Argentine qui va lancer encore une fois les hostilités en matière de constitution sur la blockchain Cardano. Mais d'un point de vue, encore une fois, de coupe des taux d'intérêt, eh bien, chaque jour, je reçois une lettre justement de Anthony Pompliano, que vous le savez, c'est un grand Bitcoin maximaliste, mais il est également pas mal, il parle pas mal de crypto. Il n'aime pas Cardano, mais je l'écoute pour ses conseils au niveau de Bitcoin, l'écosystème des cryptos et ainsi de suite. Et il envoie une lettre justement à tous les jours à ses investisseurs. Alors, au niveau des investisseurs, qu'est-ce qu'il dit qui est très intéressant au niveau de la Banque centrale et pourquoi justement on va avoir des baisses de taux d'intérêt justement dans les prochains jours? Il dit que le rôle de la Banque centrale, c'est de faire en sorte de ménager l'économie sans avoir de surprise. Donc, s'il y a des surprises au niveau de l'économie, eh bien, la Banque centrale n'aime pas ça parce qu'elle doit réagir et souvent, elle réagit beaucoup trop tôt ou beaucoup trop tard
ou beaucoup trop fort, ou alors beaucoup trop faiblement pour ramener l'économie à un état sans surprise. Parce que, évidemment, la Banque centrale et les marchés financiers aiment lorsque, justement, il n'y a pas de changement et lorsque les choses roulent tranquillement. Là, il n'y a pas de surprise, mais lorsqu'il y a des surprises ou lorsque la Banque centrale américaine, surtout, a un ton trop fort ou pas assez fort, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir des grosses oscillations. Et évidemment, les derniers chiffres qu'on a reçus, c'était ce qui était attendu justement par la Banque centrale et également par les marchés financiers. Donc, on voit que le contexte actuel, là, les chiffres qu'ils ont reçus, sont des chiffres qui font en sorte que, dans le fond, dans les 12 derniers mois, on a eu un avancement de 2,5% et c'est ce qui était attendu, encore une fois, par le marché et par la Banque centrale américaine. Donc, pas de surprise, ce qui veut dire que le plan peut continuer. Et le plan qui doit continuer, évidemment, c'est une baisse de 0,25% de la Banque centrale. Donc, encore une fois, le responsable de la Banque centrale américaine, lorsqu'il a fait son discours il y a quelques semaines, eh bien, il ne pouvait pas mentionner, évidemment, que, ah ben, si on a telle information sur l'économie américaine, eh bien, à ce moment-là, on va faire baisser les taux d'intérêt. Évidemment, il ne peut pas faire ça parce que les marchés vont réagir beaucoup trop fortement à une nouvelle bullish à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester modéré, il doit rester vague. Mais on sait encore une fois que les chiffres sont bons, les chiffres étaient ce qui était attendu. Donc, on sait que qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir justement une baisse des taux d'intérêt de 0,25. Et lorsqu'il y a une baisse lorsqu'il y a une baisse des taux d'intérêt, eh bien, ça commence à s'enchaîner. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, jusqu'à arriver à peut-être 2% ou 3% de taux d'intérêt, mais c'est toujours mieux finalement que ce qu'on a actuellement. Et ça va encourager justement les marchés à emprunter de l'argent pour réinvestir parce qu'emprunter de l'argent va être beaucoup moins cher que ce que ça l'est actuellement. Et donc, c'est ce qu'il mentionne. C'est donc, les choses certaines sont les meilleurs amis, encore une fois, de la Banque centrale. Donc, quelque chose de stable, c'est quelque chose de très bon pour la Banque centrale et c'est quelque chose de très bon également pour les investisseurs. Donc, on sait que, évidemment, avec de l'argent, l'argent qui va devenir moins cher à emprunter, eh bien, ça va faire en sorte que la Banque centrale va recommencer à imprimer de l'argent. Ça va faire en sorte que le dollar va perdre de la valeur et que les actifs vont commencer à prendre de la valeur. Donc, vous le savez, les investisseurs qui ont des actifs, comme nous qui avons des actifs, eh bien, ça va monter. Et c'est une situation pour laquelle on ne peut rien faire. Donc, soit on rentre dans le train, soit on reste en dehors du train et on laisse le train partir et on manque le bateau. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que même si la situation a l'air dépressive au niveau des marchés, même s'il y a beaucoup de rouge actuellement sur CoinMarketCap, eh bien, ça devrait justement vous motiver à acheter parce qu'on sait que justement, le vent va tourner dans les prochains mois, mais pas seulement dans les prochains mois, dans les prochains 12 mois. Donc, ça va être bullish. Mais pourtant, dans l'écosystème de Cardano, eh bien, on a quand même des gens qui sont déprimés et pas à peu près. Alors, on a Jason Bork, qui est le fondateur d'un projet sur Cardano, donc une plateforme NFT. Personnellement, je ne la connais pas très très bien. Mais voilà ce qu'il nous a sorti comme tweet, comme fil de tweet, dans le fond, il y a quelques jours, là. Et il nous donne, dans le fond, dans toute son expertise, il nous dit comment est-ce qu'on peut sauver Cardano en 12 étapes. Alors, je pars à travers tout ça. Je vais passer relativement rapidement. Je ne suis pas d'accord avec à peu près 70% de ce qu'il mentionne, mais passons à travers parce que je sens que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas justement le projet Cardano et même la blockchain en tant que telle en général. Ils font une amalgame entre, ils confondent la blockchain, la technologie blockchain, les crypto-monnaies et puis le marché financier, le marché des crypto-monnaies avec CoinMarketCap, et il faut que ça monte pour que tout le monde soit heureux. Donc,
Sa façon de décrire, dans le fond, que il faut, ben, voici les 12 étapes pour sauver Cardano, c'est que il mentionne que le projet Cardano, il y a un gros problème fondamental, c'est que justement, les bons projets ne veulent pas aller sur la blockchain Cardano, mais ils vont sur d'autres blockchains avec un plus gros potentiel, comme les blockchains Solana. Et probablement que, il aurait pu nommer Ton, la blockchain de Telegram. Et je suis sûr que si on avait été au Bull Run dernier, il aurait également nommé Solana. Pas Solana, mais Luna. Donc, pour lui, là, les high potential blockchain, pour lui, c'est Solana. Ton, ça aurait été Ton, mais il n'a pas pu le mentionner parce qu'ils ont eu des problèmes dernièrement. Et puis, si on avait été à l'époque du dernier Bull Run, eh bien, il aurait nommé également Luna et peut-être même FTX. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens, la blockchain, on est au tout début de la blockchain. Mais Cardano, encore une fois, n'est pas intéressé par les VC, n'est pas intéressé par les utilisateurs et ne sont pas intéressés non plus par les exchanges centralisés. Alors, selon lui, il n'y a pas d'intérêt envers Cardano parce qu'encore une fois, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour Cardano, eh bien, ça n'amène pas beaucoup de projets sur la blockchain Cardano et c'est un serpent finalement qui se mord la queue parce que c'est un effet que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas beaucoup de monde, du fait que comme il n'y a pas beaucoup de liquidité, comme il n'y a pas beaucoup de liquidité, il n'y a pas beaucoup de projets, et ainsi de suite. Donc, pour lui, les solutions qu'il propose, c'est de faire un rebranding et d'avoir un gros catalyste, un gros buzz sur la blockchain Cardano. Alors, mon premier problème par rapport au rebranding, dans le fond, rebranding ou faire un gros buzz, c'est que c'est quelque chose qui a un effet, un petit effet. C'est comme, pas les NFT, mais c'est comme les meme coins. Les meme coins, ça a un effet justement buzz et puis ça tombe parce que c'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme. Même chose pour le rebranding et même chose pour un gros catalyste, un gros buzz. Ce sont des choses qui ont des effets sur le court terme, des gros effets sur le court terme, mais à long terme, ça ne vaut rien. Donc, lui, ce qu'il pense, c'est que justement, avoir un buzz sur la blockchain Cardano, ça va faire en sorte que les gens vont commencer à être excités par rapport à la blockchain Cardano. Et encore une fois, oui, ça se peut que ça arrive, mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui vont rester parce qu'ils ne vont pas comprendre la philosophie de la blockchain Cardano. Et je l'ai souvent dit, la gouvernance, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la gouvernance vont nous amener des choses beaucoup plus intéressantes sur le long terme que sur le court terme, ce qu'il mentionne plus tard, justement, dans son fil de tweets, mais qu'il ne mentionne pas là maintenant. Il dit tout simplement que dans le fond, la gouvernance, n'est pas quelque chose de très sexy. Il faut avoir d'autres narratifs qui vont faire en sorte que justement les gens vont être plus intéressés à la blockchain Cardano. Alors, il demande également d'avoir une centralisation, ou une application ou alors une organisation qui permet justement de lancer des projets. Alors, il dit que dans le fond, il faut un endroit où on peut lancer des projets, où on a une place où aller et dans le fond, les projets sont soit, j'imagine, financés d'une certaine manière ou aidés justement pour que ça fasse des launchpads et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la Fondation Cardano, c'est eux qui doivent s'occuper de ça. Il y a la Fondation Cardano, il y a Emergo, actuellement, il y a Intersect également. Donc, il y a différentes organisations qui sont là justement pour supporter les projets dans leur développement et de les aider. Seulement, ils sont quand même d'une certaine manière limités dans les choses qu'ils peuvent faire parce qu'évidemment, s'ils le font pour un projet, ils doivent le faire pour tous les projets. Et encore là, ils sont pas là, ce sont des grands frères, ce sont pas des gens qui parrainent. Donc, c'est un grand frère qui peut te guider dans la bonne direction, mais c'est pas quelqu'un qui va te pousser dans cette direction-là, selon moi, et c'est ce que Charles Hoskinson a mentionné, et c'est ce sur quoi je vais revenir également pas mal dans ces tweets-là. Les projets sont des entrepreneurs. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu fasses le travail pour que ton projet, justement, puisse se démarquer des autres et continuer d'avancer dans la bonne direction. Alors, son prochain conseil, c'est d'attirer beaucoup plus de VC et d'avoir plus de financement pour les différents projets. Alors,
On sait ce que les VC font sur les projets, les différents projets, et encore une fois, ce sont des choses qui ont un effet sur le court terme. Et même si parfois ils ont de l'effet sur le long terme, un peu comme la blockchain Solana, là, il faut savoir que c'est toujours à l'avantage du VC et non pas à l'avantage de la communauté ou de la blockchain. C'est pour ça, encore une fois, que pas des projets, mais le stablecoin de Tether ou de USDC n'est pas encore une fois, sur la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que la fondation Cardano, dans sa relation ou dans ses échanges avec USDC et Tether, eh bien, trouvait que c'était pas une situation gagnante-gagnante. Donc, c'est la même chose au niveau des VC. Les VC, pour eux, il ne faut pas que ce soit une situation gagnante-gagnante. Leur travail, c'est de faire de l'argent. Et leur travail, si c'est de faire de l'argent, c'est que eux soient gagnants à 90% et que toi, tu sois gagnant à 10%, toi étant la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, justement, lorsqu'on dit que, il faut attirer des VC dans un projet et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ethereum a réussi sans avoir de VC, Bitcoin a réussi sans avoir de VC, et bien d'autres blockchains continuent de réussir sans avoir de support de VC également. Chainlink, c'est un autre exemple. Donc, personnellement, encore une fois, oui, le projet doit être supporté par rapport par des VC, des angel investors, mais pas la blockchain Cardano qui doit justement trouver un moyen d'attirer des VC. C'est les projets qui doivent trouver des VC et non pas la communauté ou la blockchain. Et au niveau du financement de projet, bien encore une fois, on a la gouvernance qui trouvait que c'était pas très sexy. La gouvernance et Voltaire vont être là pour financer des projets en plus de Catalyst si, encore une fois, il reçoit du financement de la trésorerie. Alors, au niveau de l'intégration des exchanges centralisés, eh bien, on sait que c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils en ont déjà parlé. Un exchange centralisé veut être payé pour intégrer des projets ou des coins. Et on sait très bien que justement, au niveau de la blockchain Cardano, les native assets ont la même configuration que ADA. Donc, si tu listes ADA, il y a pas de raison pour laquelle tu n'es pas en mesure de lister d'autres coins de l'écosystème de Cardano. Mais encore une fois, il faut payer pour avoir cette intégration-là. Donc, par rapport à ça, la Fondation Cardano est toujours en train de trouver un moyen, de trouver une façon justement de faciliter cette intégration-là et ce support-là pour les différents exchanges. Mais c'est quelque chose qui risque beaucoup plus d'arriver pendant ce bull run-là plutôt que de le faire là maintenant et de perdre justement ce momentum, cet avantage, cette nouvelle-là, cette nouvelle bullish pour l'écosystème de Cardano. Donc, probablement que justement, cette intégration-là va se faire au fur et à mesure du déroulement de ce bull run. On a encore 12 à 18 mois justement dans ce bull run. Donc, c'est pour ça que selon moi, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois. Cross-chain et intégration. Donc, je ne comprends pas pourquoi il veut nécessairement une intégration ou des éléments cross-chain, notamment avec Ethereum et Solana, parce qu'on sait qu'encore une fois, il y a les partner chains qui sont en développement et qui vont normalement pouvoir aider justement, faciliter cette interopérabilité-là. Alors, je sais que tu sais, les ponts qu'il y a entre les différentes cryptos, actuellement, dans les autres écosystèmes, ce n'est pas les choses qui sont les plus sécuritaires. Personnellement, moi, je les utiliserais même pas. Certains le font et c'est correct. Personnellement, je ne les utilise pas, mais il faut savoir encore une fois qu'il y a du travail qui est fait pour justement permettre cette interopérabilité-là. Donc, c'est pas, je ne comprends pas pourquoi ils proposent cette solution-là alors qu'il y a déjà des travaux qui se font dans ce sens. Au niveau de content creation, ben, la création de contenu sur la blockchain Cardano, ben, encore une fois, c'est la même chose. S'il n'y a pas beaucoup d'intérêt au niveau de cette blockchain, de la blockchain Cardano, c'est sûr que les influenceurs ne vont pas avoir beaucoup de vues sur cette blockchain. Mais on a des influenceurs comme les Alcon Daily, eux qui mettent souvent, quand même, qui postent souvent des vidéos sur Cardano, qui en parlent souvent, qui vont en conférence de l'écosystème de Cardano. Donc ça, c'est très encourageant quand même. Et il y a beaucoup d'autres influenceurs qui en parlent. Sauf que
dans d'autres, les influenceurs qui parlent des différentes autres blockchains, souvent ce sont des influenceurs qui sont payés, qui sont financés par la trésorerie de la blockchain ou alors tout simplement par la fondation et ainsi de suite pour justement plugger du contenu parce qu'encore une fois, ils font partie de crypto-médias. Donc, même chose au niveau voyons, j'ai oublié, Cointelegraph et ainsi de suite. Là, si vous payez, vous allez avoir du contenu, à moins qu'encore une fois, il y ait quelqu'un au niveau de l'organisation qui est un supporter de Cardano qui dit il faut qu'on en parle, ça vaut la peine qu'on en parle. Donc, sur un 20 minutes de show, mettons 5 minutes où on parle justement de la nouvelle mise à jour de Cardano parce que beaucoup de gens qui écoutent sont sont intéressés par ça. Donc, au niveau du contenu, eh bien, soit on va payer pour avoir du contenu ou pour que les influenceurs parlent de nous dans la blockchain, on va jouer, on va payer pour jouer, mais personnellement, je ne vois pas que ce soit un problème. Il faut que les gens qui sont motivés à continuer de parler de Cardano vont continuer d'en parler, même si justement on tombe 11e dans le top 10 et ainsi de suite, là. Donc, ceux qui sont motivés vont continuer d'en parler. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire en plus par rapport à ça. Euh, Ce en quoi je suis d'accord avec lui, c'est par rapport aux outils de développement. Alors oui, les outils de développement, c'est quelque chose qui est très, très important parce que plus il y a des outils faciles pour pouvoir développer sur la blockchain Cardano et ainsi de suite, plus ça va attirer des développeurs et des projets et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, je suis tout à fait d'accord. J'ai toujours encouragé ça depuis les débuts sur la blockchain Cardano parce que c'est sûr que c'est très difficile de faire du développement et même des développeurs chevronnés qui ont pas mal d'années d'expérience en arrière de la cravate me disent que oui, c'est pas facile d'intégrer nécessairement la blockchain Cardano à leurs différents outils. Mais une fois que c'est fait, par exemple, on n'y touche plus, il y a pas de surprise, il n'y a pas de piratage et ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est cette compétence, cette montée en compétence qui est difficile, mais une fois que c'est fait, c'est très stable. Donc, ça, je suis d'accord avec lui. Même chose au niveau des frais de transaction. Ça, c'est une problématique pas mal sur beaucoup de blockchains, que ce soit Ethereum, même Solana a réglé un petit peu le problème, mais de façon artificielle, je dirais, mais c'est une problématique qu'on retrouve pas mal justement dans différentes autres blockchains. Et une des façons de pouvoir outrepasser ça, ce serait d'utiliser Hydra, qui a été en test, bah, pas testnet, qui a été vraiment utilisé avec le jeu Doom, mais qu'il faut intégrer peut-être beaucoup plus dans les projets blockchain selon le cas d'utilisation. Même chose au niveau de la rapidité, la performance au niveau de la blockchain. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de monde parle d'une congestion 30 minutes pour une transaction. Personnellement, j'ai jamais expérimenté ça. Mes transactions ont toujours été rapides, même en dedans de 2 3 minutes. 5 minutes peut-être que j'ai déjà attendu et encore, je ne suis pas certain. Donc, personnellement, je n'ai pas expérimenté ça pour faire des simples transactions. Maintenant, pour utiliser des contrats intelligents et tout ça, je sais qu'effectivement, le délai peut être un petit peu plus long, mais 30 minutes pour moi, c'est excessif. J'ai jamais eu ça avant là, des transactions, même avec des contrats intelligents de 30 minutes de congestion. Donc ça, je peux pas être d'accord et je ne sais pas vraiment de quoi il parle, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais expérimenté ça ou que les gens n'ont jamais expérimenté ça. Ce que je dis, c'est que c'est pas quelque chose d'habituel sur la blockchain Cardano. Alors, le onboarding, on en a un petit peu parlé, donc avoir du support, encore une fois, pour que les différents projets puissent être intégrés et trouver du support au niveau des exchanges centralisés, tout ça. Il se répète un petit peu, à avoir au niveau de la trésorerie, d'avoir dans le fond de la transparence sur comment ça va se faire. Et encore une fois, je comprends pas parce que la gouvernance, c'est à ça que ça va servir. Voltaire, c'est à ça que ça va servir. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est une proposition alors que c'est quelque chose qui va arriver très prochainement.
élever les projets. Encore une fois, je vous l'ai dit, il est le fondateur d'un projet sur la blockchain Cardano, mais je ne suis pas certain de comprendre pourquoi il veut que la blockchain Cardano élève les projets. Pour moi, si le projet est bon, qu'il soit dans l'écosystème de Cardano, qu'il soit dans l'écosystème de Solana, qu'il soit dans l'écosystème, n'importe quel écosystème, il va se faire élever tout seul, là. Il fait son marketing, c'est un bon projet, c'est une bonne plateforme, c'est une bonne crypto-monnaie, peu importe, là. Il n'y a pas besoin que nous fassions du marketing, parce que si l'entrepreneur est bon, si le projet est bon, si le produit est bon, il va sortir du lot à lui tout seul. Donc là, encore une fois, je ne suis pas sûr de comprendre. Et Charles Hoskinson l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas facile d'être un entrepreneur. Et je le confirme, c'est vraiment pas facile. J'ai essayé quelques fois et ça n'a pas donné beaucoup de succès. Donc ça, c'est plus dans la cour de l'entrepreneur de devoir justement réaliser et de faire élever son projet, mais pas au niveau de l'écosystème en tant que tel, personnellement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est sûr qu'encore une fois, c'est pas pour parler en mal de Jason et tout ça. Il émet son avis. Je réponds à ses différents tweets et tout ça. Mais je voulais vous partager, dans le fond, mes sentiments par rapport à ce tweet-là. Je voulais vous dire de ne pas perdre de vue, dans le fond, que les 12 prochains mois vont être très importants. Vous devez être concentré et vous devez continuer d'investir parce qu'encore une fois, ça va aller très, très vite. Vous n'allez même pas vous rendre compte que, on est déjà à l'été 2025 et le bull run est sur le bord de terminer. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très, très bon week-end. À très bientôt. Peace.